ici, on va arriver à la fontaine Mathilde, fontaine absolument miraculeuse. Alors, voilà. D'ailleurs, nous avons une représentation de Mathilde de Canossa qui a été réalisée par l'artiste Jean-Claude Servet, qui nous représente donc cette fameuse Mathilde, qui n'a rien à voir avec notre reine actuelle, qui s'appelle Mathilde également. Je le précise parce que parfois il pourrait y avoir confusion. En fait, donc Mathilde a vécu au XIe siècle et elle était mariée à un certain Godefroy le Bossu. Godefroy le Bossu est duc de Basse-Lotharingie et il est duc de Bouillon également. Il est l'oncle de Godefroy de Bouillon. Et en fin de compte, qu'est-ce qui va se passer? Godefroy le Bossu va mourir assassiné dans des circonstances très malheureuses. On se demande même si Mathilde n'était peut-être pas tout à fait étrangère à cela, mais enfin, ça, on ne va pas polémiquer là-dessus. Et on raconte que suite à son veuvage, Mathilde se retire dans le comté de Chigny, dont elle est suzeraine, parce qu'elle est comtesse de Chigny, elle est duchesse de Toscane également. Et en fait, elle vient se recueillir dans son comté, où à ce moment-là, ici à cet endroit, n'existait qu'un petit prieuré. Et voilà, il est représenté d'ailleurs sur le dessin. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, c'est aussi une journée où il fait très très chaud. Et en fait, elle veut se rafraîchir. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle met sa main dans l'eau froide de la petite fontaine. Et qu'est-ce qui se passe-t-il? Elle perd son alliance. Alors Mathilde, elle est très malheureuse, elle cherche son alliance, elle ne la trouve pas, elle commence à prier. Et il faut croire que ces prières ont été entendues, puisqu'à un certain moment, un poisson, une truite arrive et lui ramène l'anneau dans sa bouche. Alors Mathilde, elle prend l'anneau et elle se serait écriée « Oh, ici, c'est un Val d'Or !» Et quand on inverse les syllabes, eh bien ça nous donne Orval, tout simplement. Et donc c'est ainsi qu'est née la légende d'Orval. Donc toujours est-il qu'effectivement ce sont bien les comtes de Chigny qui ont octroyé des terres pour que l'on puisse construire une première abbaye. Il va falloir attendre 1131 pour que celle-ci soit construite, bien entendu. Mais donc on pense que Mathilde évidemment a tout fait pour que ça puisse se faire, quoi. Donc elle a, disons, insufflé l'idée. Elle n'est pas restée ici, elle est retournée à Canossa, elle est retournée donc en Italie, où elle va intervenir dans une querelle qui existait entre le pape et l'empereur germanique Henri IV, qui ne voulait pas reconnaître l'autorité du pape. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? Elle va être un peu la médiatrice entre les deux. Et finalement, Henri IV va venir reconnaître donc l'autorité du pape, il va se soumettre à cela. Et en remerciement, quand Mathilde va mourir, eh bien, elle va être enterrée dans l'église Saint-Pierre à Rome avec les papes. Il n'y a que 3 femmes dans ce cas-là, mais dont elle. Donc voilà, notre petite Mathilde qui est venue ici à Orval, eh bien, elle est enterrée à Saint-Pierre à Rome. Donc nous voilà devant le porche d'entrée de l'église du XIIe siècle et on va la découvrir petit à petit. Alors, pour l'instant, on voit qu'il y a des travaux ici qui vont se terminer d'ailleurs. Et en fait, qu'est-ce qu'on a fait comme travaux? Mais tout simplement, on a redécouvert un petit peu le sous-sol donc de l'église. Et en fait, on a découvert donc comme ça les soubassements d'ailleurs des piliers qui sont quand même intéressants et certains sont vraiment bien décorés. Et on a surtout stabilisé les colonnes parce que bon, il y a parfois des gens qui grimpent un peu dessus et malheureusement donc ça avait tendance à se détériorer. Donc ces travaux se font progressivement puisqu'il a fallu enlever la végétation qui avait toujours tendance à repousser sur les ruines et on stabilise ainsi le bâtiment. Alors l'objectif n'est pas de reconstruire, on veut garder cela comme témoignage du passé. Alors, on avance un petit peu encore et je vais vous montrer quelque chose qui est quand même très particulier. C'est dans ces piliers ici. Donc, vous voyez que dans ce pilier, nous avons toute une rainure qu'on retrouve de l'autre côté, en partie aussi. Alors, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'il y avait une grille. Et pourquoi il y avait une grille? Eh bien, tout simplement parce qu'à l'époque, il y avait 2 catégories de moines. Il y avait les moines de chœur et les moines convers. Et les moines de chœur étaient généralement issus de la noblesse
et en fait se réservaient toutes les tâches intellectuelles. Bon, maintenant ils avaient eu une éducation qui faisait cela aussi. Tandis que les moines convers sont des gens qui se sentaient proches de la religion, voulaient devenir moines, mais n'étant pas nobles, ne pouvaient pas accéder, disons, au titre de moine de cœur. Alors eux, on leur réservait toutes les tâches manuelles, et en général, ils travaillaient dans des fermes, dans ce qu'on appelait les granges, hein, donc qui pouvaient parfois être distantes d'une journée de marche. Et donc, ils venaient assister à l'office le dimanche, mais derrière une grille. On séparait un peu les classes sociales, ce qui a d'ailleurs perduré même dans les églises de nos villages et de nos villes, hein, où en fait c'était souvent les notables qui étaient à l'avant et la population derrière. Alors cette différence entre moines convers et moines de cœur a été supprimée récemment au niveau de l'histoire en 1965 lors de Vatican II. Donc c'est quand même assez incroyable de voir cela. Là on arrive progressivement là où se trouvaient les sièges des moines de cœur, et ces sièges étaient disposés au-dessus d'une galerie. On peut voir qu'il y a une galerie, là en dessous de la dalle en béton il y a une galerie également, et il y avait une galerie, pourquoi? Mais tout simplement parce que ça allait servir de caisse de résonance pour amplifier le son des chants et des prières des moines, pour que Dieu, se trouvant au ciel, puisse les entendre. Donc c'est quand même ingénieux comme système aussi, hein, puisque bon, à l'époque on n'avait pas les micros, on n'avait pas tout cela, et donc il fallait quand même qu'il y ait cette super résonance. Et d'ailleurs, en fait c'est marrant parce que même dans les ruines, on a encore une résonance qui existe. Et parfois on a des chorales qui viennent chanter ici, et c'est absolument merveilleux parce que bon, le site déjà est donc quand même assez incroyable. Alors, là, devant nous, on a une façade qui est une façade qui date de 800 ans quand même, avec la rosace. Vous vous souvenez de la rosace qu'on avait vue en tout premier, donc dans la salle où il y avait les petits lutrins? Eh bien, voilà la vraie rosace, elle est là. Et il y a donc 3 fenêtres qui étaient de style roman, et en dessous nous avons l'emplacement d'une porte. Et cette porte est ce qu'on appelle la porte des morts. Et la porte des morts, pourquoi on l'appelle ainsi? Mais parce que quand un moine décède, après la cérémonie des funérailles, on passait par cette porte-là pour l'enterrer dans le cimetière des moines. Alors ce que l'on peut voir ici, normalement dans le chœur, on devrait trouver un autel, mais je pense qu'on se rend compte que ce n'est pas du tout la position d'un autel. En fait, il s'agit d'un tombeau, et c'est le tombeau d'un certain Wenceslas. Alors, Wenceslas était un personnage très important, puisqu'il était duc de Brabant, duc de Limbourg, duc de Luxembourg, roi de Bohême. Et en fait, il est mort à Luxembourg, mais il avait racheté de son vivant le comté de Chigny qu'il avait intégré dans le duché de Luxembourg. En faisant cela, l'abbaye d'Orval existait déjà à l'époque, et donc il a demandé aux moines de l'abbaye d'Orval d'être enterrés dans le chœur de l'abbatiale, et bien sûr, ils se sont exécutés. Alors, ce qui est beaucoup plus étonnant pour l'instant, et là c'est un scoop parce que ce n'est pas toujours qu'on voit ça, c'est que si nous avons le tombeau du grand-duc Wenceslas, nous avons au-dessus de la colonne qui se trouve là, un grand-duc femelle qui est en train de couver. Et on voit d'ailleurs ces 2 aigrettes là, au-dessus du pilier. Vous voyez? Et elle est en train de couver. On voit bien qu'elle a truffé son nid. En tout cas, on retrouve un petit peu de plumes qui, à mon avis, font un petit nid bien douillet pour ces petits. Donc maintenant, on arrive dans le cloître, et le cloître est vraiment au centre d'une abbaye, puisque tout est conçu autour du cloître. Alors, quand on récapitule, eh bien effectivement, qu'est-ce que l'on a? On a l'église qui se trouve de ce côté-là. Nous avons la salle du chapitre derrière moi, et des 2 autres côtés du bâtiment, il y avait les bâtiments qui servaient à la logistique de l'abbaye, donc réfectoire, dortoir, bibliothèque, enfin donc tout ce qui était utile pour la vie en communauté. Et en fait, ce cloître était composé toujours, enfin les cloîtres sont toujours composés d'un petit jardin central, et tout autour, mais il y avait une galerie, mais qui était couverte anciennement, mais
Donc la Révolution française a détruit tout cela malheureusement. Et mais il faut bien vous dire que c'était vraiment couvert. Et quand on regarde dans la maçonnerie, on peut voir que là, nous avons comme la forme d'un arc. Et au sein de cet arc, il y avait un lavabo. Alors pourquoi il y avait un lavabo? Parce que plusieurs fois par jour, les moines vont quitter donc, ce qu'ils sont en train de faire, le travail qu'ils sont en train de faire. Ils vont aller dans l'église pour les prières communautaires et ils se lavaient bien sûr les mains dès qu'ils passaient dans le cloître avant d'aller à l'église. Donc c'était vraiment quelque chose d'important et finalement c'est une zone un peu de passage où ils vont passer plusieurs fois par jour et quelque part c'est peut-être une bonne transition mentale aussi entre deux activités, le travail et la prière. Et finalement, c'est un peu comme nous, hein, quand on va travailler le matin, le petit trajet que l'on fait pour aller au travail nous permet de nous mettre un petit peu en condition. Et je ne sais pas, moi j'aime bien penser que ça peut leur être utile pour cela, quoi. Et donc ici, on rentre dans la salle du chapitre. La salle du chapitre, il y a une expression qui existe, avoir voix au chapitre, avoir droit au chapitre. C'était d'ailleurs une expression, mes parents ils utilisaient ça assez souvent parce qu'on était une famille nombreuse et ils nous disaient vous n'avez pas voix au chapitre quand ils voulaient être un peu tranquilles et qu'on ne discute pas leurs décisions. Bon, mais en fait, ici, dans cette salle du chapitre, c'est un endroit où, évidemment, le père abbé, qui est le chef de la communauté, va pouvoir peut-être commenter, d'une part, peut-être la règle de Saint-Benoît, qui se décline en plusieurs paragraphes, voire plusieurs chapitres, donc c'est quand même assez complexe. C'est un endroit où peut-être que les moines pouvaient faire leur mea culpa, aussi avouer leurs fautes, et il faut bien vous dire qu'anciennement, ils pouvaient être punis sévèrement, hein. Donc ça s'est assoupli maintenant un peu, mais je veux dire c'était quand même très très dur, certainement auparavant, beaucoup plus dur avant que maintenant, je pense, d'être moine. Et donc c'est aussi un endroit où peut-être que le père abbé va répartir les tâches entre les différents moines. Et donc en fait, on parle beaucoup de moines, mais qu'est-ce que c'est qu'un moine et comment est-ce qu'on devient un moine? Alors donc, comment est-ce qu'on devient un moine? D'abord, pour devenir moine, on va vous demander d'être majeur, première chose. D'avoir fini vos études secondaires, voire même d'avoir fait des études supérieures ou d'avoir travaillé après vos études. Alors pourquoi? Mais tout simplement parce que si à un certain moment du parcours que vous devrez faire d'initiation, si vous voulez stopper, il faut que vous puissiez retomber un petit peu sur vos pattes, hein, en quelque sorte, quoi. Donc ça c'est quand même intéressant à souligner. Alors première chose, on va d'abord demander que la personne qui est intéressée vienne dans le cadre de retraite, puisse rencontrer déjà un peu les moines, etc. et puisse réfléchir quand même. Puis, si ça l'intéresse, on va lui proposer de venir comme regardant. C'est-à-dire qu'il va participer pendant une plus longue période, peut-être un mois. On a eu un regardant qui était resté ici pendant un mois. Il va participer davantage aux activités des moines et voir finalement si ça lui convient, puisque bon, il y a quand même des contraintes, etc., un rythme de journée aussi à avoir qui est quand même pas si simple que ça. Ensuite, si ça lui convient, eh bien, il pourra faire le postulat qui va durer au moins 6 mois, va suivre le noviciat qui va durer au moins 2 ans, et puis il pourra prononcer ses vœux qu'il va confirmer plusieurs années après. Donc c'est un long parcours. À tout moment, ça peut être interrompu, hein, donc parce que la personne se rend compte qu'elle n'est pas en phase finalement avec la vie en communauté. C'est pour ça d'ailleurs qu'on demande qu'ils aient soit une expérience de travail, soit fait des études supérieures pour pouvoir retrouver une vie civile, si vous voulez, quoi. Voilà. Alors donc maintenant, les moines ne sont pas séquestrés pour autant, parce que non, mais je trouve que c'est important de le dire parce que parfois on pourrait se dire oui, mais c'est comme une secte, mais non, ils ne sont pas séquestrés. Et si d'ailleurs il arrive que des moines sortent, en général ils vont se mettre en civil quand ils sortent, donc ça se fait de temps en temps. Mais en principe, ils ne sortent pas tous les jours, loin de là, hein. Ils doivent sortir pour une raison précise aussi, peut-être aller chez le médecin ou l'entretien de la voiture ou des choses ainsi, enfin voilà. Donc ça, c'est différentes raisons.
Ils organisent également un week-end par an, un week-end réservé à leur famille. Donc là, c'est leurs parents, leurs frères, sœurs, cousins, cousines qui vont venir être hébergés dans l'hôtellerie d'Orval. À ce moment-là, il n'y a pas de retraitants du tout. C'est ouvert simplement pour eux, pour qu'ils puissent rencontrer quand même leur famille de manière finalement très conviviale également, quoi. Donc, c'est certain que c'est quand même un choix de vie qui n'est pas évident, parce que être moine, ça veut dire qu'on vit dans une communauté et on doit pouvoir accepter quand même cette discipline. Le fait que, bon, on est peut-être moins à aller se balader à l'extérieur, des choses comme ça, mais voilà, donc c'est consacrer sa vie à Dieu, à la prière et au travail interne à l'abbaye. Voilà. Donc, avis aux amateurs. Donc actuellement, ils ne sont plus tellement nombreux, hein, ils sont 8. Donc si certains d'entre vous veulent rejoindre la communauté, n'hésitez pas. Là, on a une photo absolument géniale, parce que cette photo, c'est la vision dont Marie-Albert van der Creux, c'est cette vision qu'il a eue quand il est venu avec Henri Vaas, l'architecte, et qu'ils ont vraiment fouillé le site et qu'ils ont vu « mais ces caves sont encore en bon état, la structure est vraiment en parfait état ». Et donc, effectivement, ça va pouvoir servir de soubassement pour cette troisième abbaye. Alors, on va maintenant découvrir une salle absolument exceptionnelle, qui est géniale à plus d'un titre. Venez. Voilà, ici on est dans une salle absolument superbe, qui est la salle Jacquard. Pourquoi la salle Jacquard? Elle porte le nom de l'artiste qui l'a créée, qui s'appelle Christian Jacquard, qui est un artiste français, qui est venu à peu près donc pendant la période du Covid pour réaliser cette salle à la demande de la communauté. Et donc, comment est-ce qu'il a procédé? Eh bien, il a d'abord blanchi évidemment tout l'ensemble des murs, et puis il a utilisé un genre de résine qu'il a enflammé. Et quand ça s'enflammait, il a formé toutes des courbes. Et on le voit surtout dans les renfoncements. Moi, ce que j'aime bien voir dans cette salle, je ne sais pas si c'est la vision de tout le monde non plus, mais ce que j'aime bien voir, c'est qu'on a l'impression d'avoir une procession de personnes qui se suivent. Et c'est un peu comme s'ils se suivaient pour aller vers la lumière, qui serait le haut de la salle, et on est en dessous du cœur de l'église ici. Donc c'est quand même assez symbolique. Alors, cette salle, on peut voir qu'il y a un îlot central qui permet de s'asseoir. Et c'est vraiment une salle que la communauté a voulu créer pour les touristes afin qu'ils puissent se poser et prendre du temps éventuellement pour réfléchir. Donc dans cette salle, il y a une acoustique absolument incroyable et qui est due au fait que les voûtes forment une ellipse. Voilà, donc en fait on va traverser plusieurs caves et en fait nous avons différents thèmes abordés dans chaque salle. Donc on a eu la création contemporaine là tout de suite avec la salle Christian Jacquard. On va voir des figures monastiques importantes, évidemment des salles consacrées à l'art et la foi, l'histoire et les lieux de travail monastiques. Alors justement, on va embrayer sur les lieux de travail monastiques. Parce que bon, il faut bien, quand on se remet dans l'histoire, une abbaye ne peut vivre que si elle possède des biens. N'oublions pas que les moines sont issus de la noblesse et que par conséquent, en quelque sorte, ils vont être dotés de différentes choses. Et ils vont faire intervenir évidemment des nobles pour avoir des donations de tel ou tel domaine. Et c'est grâce à cela qu'une communauté peut vivre. N'oublions pas qu'ils devaient assurer l'hospitalité également. Alors, regardons ici, on a une carte qui représente la région. On peut voir la ligne frontalière, hein, donc la Belgique et la France, et donc on peut voir qu'on est vraiment limitrophe avec la France. Et on peut voir toutes sortes de petits logos de différentes couleurs. Pourquoi? Parce que chaque couleur va représenter un type d'activité économique. Donc, tous les logos dans les tons ocre représentent ce qu'on appelait des granges. Quand on parle de granges, c'était vraiment des fermes. Hein, et là travaillaient les moines convers qui étaient aidés par de la population pour permettre de pouvoir alimenter donc, l'abbaye, etc. Ils possédaient également des forges
Donc plusieurs forges qui se trouvaient, donc il y en avait à Orval, mais il y en avait également à Villancy, donc au Buret d'Orval et au Dorlon. J'ai été voir le Dorlon hier, c'est génial. C'est vraiment... on a rencontré le propriétaire, c'est très chouette. Alors, il possédait différents étangs également, étangs qui pouvaient servir d'ailleurs aussi pour les forges parfois, ou des moulins, en tout cas également le long des cours d'eau, puisqu'il fallait des moulins à grains, il fallait des moulins à huile, il fallait des moulins qui pouvaient peut-être actionner des machines de scierie aussi. Donc voilà. Donc, c'est ce qui va donner une force à cette abbaye aussi. Ceci est vraiment intéressant parce que vous voyez que nous sommes dans les caves, mais il faut vous dire qu'en dessous des caves, on a encore des canalisations. Et les canalisations que l'on faisait dans le temps, c'était en bois. Donc, qu'est-ce que l'on prenait comme bois? On prenait du chêne ou de l'aulne. Alors, ces arbres, quand ils étaient à l'aulne, parce que ça supporte bien l'eau, ce sont des arbres qui poussent à proximité de rivières, et donc, en fin de compte, il fallait travailler ces arbres dès qu'ils étaient coupés, tant qu'ils étaient verts encore, si vous voulez, il fallait les creuser, mais vous imaginez le travail que c'était, c'est faramineux. Donc, nos anciens, ils avaient quand même de sacrées connaissances pour pouvoir réaliser ce genre de travaux. Et donc on mettait ces troncs bout à bout et ça formait donc des canalisations. Dans cette salle, on va découvrir l'ancienne activité sidérurgique de l'abbaye d'Orval. Alors, qu'est-ce que l'on a fait comme objet? Bon, ici, on a une protection pour un puits, mais on a toute une série, surtout, de tacs de foyer, de tacs en fonte. Donc, le métal, c'est de la fonte. La fonte est cassante, quand même, il faut le savoir. Ça, c'est une question de teneur, donc, en carbone, en fait, qui fait que, bon, c'est cassant, voilà. Et donc, on a différents chenets. Alors, les tacs en fonte étaient placés dans les foyers, bien sûr, et ce que l'on faisait, en général, et ça, c'est intéressant, parce qu'on a des outils qui sont ici, au-dessus de la cheminée, eh bien, on allait suspendre les fameuses crémaillères, que maintenant, bon, tout le monde utilise encore l'expression faire la pendaison de la crémaillère, mais on ne sait pas à quoi ça ressemble. Mais c'est ce genre d'outils qui permettait d'attacher le chaudron dans lequel on allait fabriquer la soupe aux choux, la soupe au lard. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où l'on faisait ça, c'était au moment où on rentrait dans une maison qui venait d'être faite. Et il faut bien vous dire que anciennement, nos petites maisons rurales ici, eh bien, elles allaient toutes posséder une taque en fonte, mais pas aussi belle. Celles-ci sont vraiment très belles, armoriées ou avec des motifs religieux ou autres. Mais ils avaient des taques en fonte toutes simples. Et il faut vous dire que derrière, le mur était creux. Le mur était creux pour diffuser la chaleur dans la pièce à l'arrière. Alors, quand on avait fait le gros œuvre d'une maison, on allait faire la pendaison de la crémaillère, ce qui était très convivial, mais très utile aussi, parce qu'on n'avait pas nécessairement les moyens pour faire les finitions du sol, et souvent les sols au rez-de-chaussée étaient en terre. Et le fait que tout le village se rassemble pour la crémaillère allait permettre de tasser le sol, d'où le nom de sol en terre battue. C'est incroyable quand même. En fait, c'est ça, ça suscite plein d'histoires des objets de ce type-là, quoi. Alors donc ici, on va découvrir une salle qui est vraiment aussi exceptionnelle, notamment par ce tableau. Alors, en fait, vous voyez, sur ce tableau, on a une femme assez austère qui est représentée. Eh bien, il s'agit de Isabelle, cette fameuse Isabelle dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est archiduchesse. Donc, elle est mariée à un certain Albert. Et en fait, Isabelle, elle est infante d'Espagne. Elle est la petite fille de Charles Quint qui est représentée là tout jeune, et d'ailleurs elle a une certaine ressemblance, je trouve, au niveau du visage avec son grand-père. Et vous voyez qu'elle est représentée, non pas du tout comme une archiduchesse, elle est représentée avec le costume de Clarisse. Pourquoi? Parce que quand son mari est décédé, elle est rentrée comme moniale, si vous voulez, et elle est devenue Clarisse. Et ce portrait a été réalisé par Antoine van Dyck, donc, qui était son contemporain, qui est un artiste peintre et qui est vraiment mondialement connu, qui a une renommée absolument intéressante. Et c'est pour ça d'ailleurs que cette toile est vraiment protégée, puisque bon, c'est prestigieux de posséder ici à Orval la toile représentant l'archiduchesse Isabelle.
Donc je voudrais vous parler de cet autel qui est en fait l'épreuve de l'autel actuel qui se trouve dans l'abbatiale de la 3e abbaye. Alors pourquoi vous en parler? Mais parce qu'on y trouve des symboles qui sont vraiment importants. Regardez, au milieu, on retrouve un personnage qui est représenté assis, en train de faire le salut. Il est en train de bénir la population et dans l'autre main, il tient la Bible. Il est représenté assis. Quand il est représenté ainsi, on dit que c'est le Christ en majesté. Et il est entouré de symboles vraiment importants. Quand on regarde ici, regardez, nous avons un oiseau. Et cet oiseau, c'est un aigle. Et l'aigle est ce qui symbolise Saint Jean. Nous avons un autre animal curieux ici, qui est un taureau ailé. Et le taureau ailé est le symbole de Saint Luc. Ensuite, ici, nous avons un autre animal, ailé également, c'est un lion ailé, qui est le symbole de Saint Marc. Et enfin, l'ange, qui est le symbole de Saint Matthieu. Donc, Saint Jean, Saint Luc, Saint Marc et Saint Matthieu sont les 4 évangélistes. Et donc, on va toujours représenter les saints avec ces symboles-là, pour les 4 évangélistes. En fait, on ne savait pas à quoi ils ressemblaient, donc on va tâcher de trouver des symboles. Et ce sera pareil, chaque saint va finalement avoir des symboles. Et on va retrouver cela sur des toiles qui ont été réalisées par Frère Abraham, qui est représenté là, juste en arrivant vraiment face au portrait de Frère Abraham, artiste peintre de la communauté qui a vécu au XVIIIe siècle et qui va orner donc les églises de différentes œuvres qui ont été réalisées par lui et par ses condisciples. Alors, ici justement, on a 3 toiles. Comme un petit triptyque si vous voulez, il manque en fait une toile, ce qui est dommage. Quand on regarde ici, on voit un personnage, barbu, etc. Et on peut savoir qui c'est parce qu'on retrouve la symbolique. Au bas, on retrouve un lion. Donc, on sait qu'il s'agit de Saint Marc. Ici, nous avons un homme plus jeune, d'ailleurs il est souvent représenté plus jeune, avec l'aigle, c'est Saint Jean. Et enfin ici, nous en avons un 3e, représenté avec le taureau, et là il s'agit de Saint Luc. Donc c'est vraiment très très chouette cette symbolique. Là on a la représentation d'un autre personnage qui est le bon pasteur. Donc ici, on va découvrir une carte du monde et une carte de la Belgique, et on retrouve des logos. Alors, les logos sur la carte du monde, on voit que dans chaque logo, il y a un chiffre, enfin un nombre, et en fait, c'est le nombre d'abbayes cisterciennes, de moniales ou de moines qui peuvent exister dans le monde. Et on peut voir, par exemple, en France, qu'il y en a 22, en Belgique, il y en a 10, etc. Donc voilà, on peut voir qu'il y a des grandes zones où il n'y en a pas du tout aussi, ce qui est assez logique, hein, il y a d'autres croyances, hein, bien entendu, qui existent. Et pour la Belgique, eh bien, là, on va trouver 2 types de logos, des petits logos noirs ou violets. Alors, les noirs correspondent aux abbayes donc, de moines. Donc, nous avons Orval, Rochefort, Westmalle, Westvleteren, c'est Sint-Sixtus, et Chimay, Scourmont pour les hommes. Et nous en avons pour des moniales, donc Brialmont, Clairlands, Nazareth, Soleilmont et Chimay pour des moniales. Et donc, que ce soit des moniales ou des moines, ces communautés-là respectent la règle de Saint-Benoît sous la stricte observance. Ici, nous sommes dans une salle qu'on appelle la salle du Verbe, qui est vraiment une salle où, de nouveau, on peut venir tranquillement. On demande qu'il n'y ait jamais beaucoup de monde en même temps. Il y a moyen de se poser, il y a l'un ou l'autre petite banquette disposée, là et de ce côté ici. Et on peut lire des textes qui sont justement bien éclairés pour commenter un petit peu les différentes parties de cette salle, les différentes représentations. Donc c'est vraiment une salle propice à la méditation parce qu'il fait très sombre, on peut se poser et on peut réfléchir. C'est ça que je trouve absolument génial, moi, dans l'abbaye d'Orval et dans toute la façon dont ils ont créé les musées, c'est d'avoir ces espaces pour réfléchir.
Voilà, on n'est pas dans un parc d'attractions, on est dans quelque chose qui reste dans une logique aussi, et c'est ça qui est vraiment super dans ce site en fait. En fait, on a plein d'habitants dans l'abbaye, et là nous avons une petite chauve-souris, je pense que c'est un rhinolophe, et qui est comme oui, c'est déjà une grande chauve-souris d'ailleurs, et donc elle est vraiment enfermée dans ses ailes, hein, et donc elle est posée là. On en a une autre souvent plus loin, mais sachez qu'on a toute une colonie ici, et bientôt ça va être la maternité qui va se mettre en place dans la salle du chapitre que nous avons visitée là. Voilà, donc on va ressortir maintenant, et on va aller vers un arbre majestueux qui est un chêne superbe. Voilà, donc en fait ici on est en dessous d'un chêne qui est absolument majestueux, qui fait partie des arbres remarquables de Wallonie aussi, et on évalue son âge à presque 300 ans. Alors donc on peut voir qu'il a une circonférence vraiment très étendue, et qu'il a des branches qui s'étalent de tous côtés. Pourquoi? Mais parce qu'il n'a pas de concurrent direct. Mais il faut bien vous dire qu'au départ, quand Don Marie-Albert est arrivé ici avec l'architecte, il y avait des arbres partout dans les ruines. Donc il y avait d'autres arbres tout près de ce chêne aussi, qu'on a abattus. On a gardé celui-ci. Pourquoi? Mais parce que symboliquement, il est vraiment idéalement placé entre le site de la toute première abbaye et le site de la seconde qui deviendra la troisième abbaye. Et donc ça c'est vraiment très chouette. Alors à partir du moment où il n'y a plus de concurrents, ces branches se sont vraiment hyper bien développées, et une partie de ces branches se trouve au-dessus du jardin de plantes médicinales. Alors pourquoi on a un jardin de plantes médicinales ici? Mais parce qu'on venait de très loin pour se faire soigner par les moines, qui avaient quand même des connaissances des simples et qui pouvaient venir donc soigner on venait soigner les gens donc grâce à ces plantes. Alors vous voyez qu'on vient de renettoyer d'ailleurs toutes les dalles, et maintenant on attend la repousse évidemment, hein. Alors il y a quand même peut-être une plante dont je voudrais vous parler, qui est la plante que tout le monde devrait avoir dans son jardin. C'est la sauge qu'on appelle Salvia officinalis, qui se trouve ici. Parce que, en fait, Salvia officinalis, elle vous sauve de tout. Et c'est vraiment quelque chose qui était intéressant à avoir, parce que ça peut, par exemple, vous prenez une tisane de sauge quand vous êtes un peu enrhumé, etc., ça va calmer, et ça va probablement éviter que ça aille plus loin. La sauge, tout comme le thym, voire même la lavande, faisait partie de ce fameux remède des voleurs, d'une part, et je vais vous expliquer pourquoi, et également des plantes que les médecins de la peste mettaient dans le nez du masque. En fait, pourquoi ils avaient un long nez? C'est parce qu'ils mettaient des plantes qui étaient censées les protéger donc, de la maladie, si vous voulez. Et ça faisait partie du remède des voleurs, parce que les voleurs se fabriquaient une espèce d'onguent à base de ces plantes pour aller piller justement les maisons des pestiférés. Donc c'est quand même assez incroyable, quoi. Alors donc, on raconte, il y a un dicton, moi j'aime bien, on dit que là où la sauge est en fleurs, c'est la femme qui porte la culotte. Alors mon mari couvre chaque fois les fleurs. Alors donc ici on découvre l'ancienne pharmacie, et on peut y voir évidemment toute une série de flacons opaques parfois, parfois donc des flacons en verre. En général, on va privilégier plutôt des flacons opaques pour garder les plantes, parce que des plantes, une fois qu'elles sont séchées, il vaut mieux qu'elles soient à l'abri de la lumière, sinon elles perdent leurs propriétés. Alors on peut voir évidemment des mortiers, des pilons, des alambics, on peut voir des outils. Et quand on voit ces outils, on est content de vivre au XXIe siècle, parce qu'effectivement, c'est quand même un peu rébarbatif, et je crois qu'on fuirait si on voyait un médecin qui utilise encore ce genre d'outils. Donc en fait ici on va terminer la visite, et j'espère d'une part que ça vous a plu. Sachez que le site est accessible à tous et à toutes, quel que soit votre âge et quelles que soient les capacités physiques aussi, puisque bon, on a un circuit ouvert pour les PMR, on a quand même des maquettes même qui sont faites pour les personnes malvoyantes aussi, donc sachez-le, c'est vraiment ouvert à tout le monde, et puis on a une équipe de guides qui est exceptionnelle, donc voilà.
Je vous remercie beaucoup pour votre attention et vous souhaite de bonnes visites encore. Et n'hésitez pas à parler d'Orval. Voilà. Et pour en savoir plus, vous pouvez toujours consulter le site orval.be.